なるほど。お、君たちごときがこの私に判決か。なるほど。理解したよ、黒崎一護。君が霊圧を失った理由を。僕は果たして今日と同じように君を愛すと言えるだろうか。言ったろ、駒村。私のこの目に映るのは最も血に染まる道だけだ。正義は常にそこにある。私の歩む道こそが正義だ。Kaname, Tosen, Ichimaru, Gin, Aizen, Sasuke. 3 Shinigami qui se sont élevés au rang de capitaine. 3 Shinigami qui avaient chacun une histoire particulière. Mais surtout, 3 Shinigami qui ont trahi leur camp, chacun motivé par une raison particulière. Car même si 2 d'entre eux suivaient l'un, en réalité, chacun avait ses propres motivations. L'un était motivé par l'amour, l'envie de restaurer l'honneur de celle qu'il aimait et de reprendre ce que l'homme qu'il suivait avait volé à cette femme. L'autre, lui, était motivé par la vengeance envers l'élite de la Soul Society, cet homme élite qui lui a volé son ami et qui s'en est sorti indemne. Lui qui était déjà atteint de cécité depuis sa naissance, verra un peu plus sa vue obstruée par la haine et les ténèbres. Et enfin, le troisième était un idéologue qui portait avec lui une certaine idéologie. Un homme qui avait pour ambition de changer la face même du monde. Un homme qui ressent du dégoût pour ceux qui dominent le monde. Un homme qui rejetait le système. Comme on le voit, ces 3 hommes ont trahi la Soul Society pour des raisons qui leur sont propres. Mais quelle était réellement leur façon de voir la vie? Qu'est-ce que ces personnages, à travers leur histoire fort intéressante, racontent et transmettent aux lecteurs de Bleach que nous sommes? C'est ce que je vais essayer, à mon humble niveau, d'analyser dans cette vidéo. En effet, pour moi, la vie des 3 renégats représente chacune un aspect de l'homme avec un grand H. L'amour, la haine et l'ambition. Voilà ce que j'ai personnellement repéré respectivement dans Gin, Kaname et Sasuke. Cette analyse nous permettra également de voir que la ligne entre le bien et le mal est vraiment très fine et que ces 3-là sont très loin d'être des méchants manichéens. Il n'y a pas à dire, Aizen, c'est sûrement l'un des antagonistes les plus populaires de l'histoire du manga, des shonen de type Neketsu, tout ce que vous voulez. Certains même vous diront que c'est le plus grand au monde, qu'on ne fait pas mieux que lui, etc. Mais qu'en est-il du fond? Quand je dis le fond, qu'en est-il de ses véritables sentiments? Qu'est-ce que Sasuke Aizen cache au fond de son cœur? Quel a été et quels sont les sentiments de ces 2 compagnons qui l'accompagnent depuis toujours, Kaname et Gin? Quelle était leur relation avec lui? Quelle est la vérité sur eux? Et bien tout ça, on va l'analyser, on va tenter du moins de l'analyser dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc YouTube, Twitch, Insta, Twitter, etc. Surtout Twitch, on fait des lives très souvent, c'est important. Et bien évidemment, tout est en description. Sur ce, Ohayou Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle des 3 renégats de la Soul Society. Kurosaki Ichigo, kimi no make da. Miro, Zanpakutou ga kiete iku. Avez-vous déjà eu une ambition? Quelque chose que vous voulez faire à tout prix, quelque chose auquel vous avez consacré votre vie entière, quelque chose pour lequel vous serez prêt à tout, même à vous mettre le monde à dos. Bien qu'en réalité, ce genre d'ambition finit toujours par vous ronger, par vous condamner à la solitude, par vous emmener vers la perdition. Oui, en effet, il n'y a pas de fin heureuse possible pour ceux qui choisissent de se laisser bouffer par leur ambition. Seules les ténèbres et le carnage également attendent celles et ceux qui empruntent ce chemin. Pourtant, cela fait partie de la nature de l'homme de rêver. Et ce sentiment, aucun autre personnage ne l'exprime aussi bien que Sasuke Aizen, l'ex-capitaine de la 5e division, lui qui s'est volontairement laissé
engloutir par son ambition, celle de devenir Dieu. C'est important de comprendre ce que voulait et ce que représente réellement Aizen. Ce qu'il voulait, c'est changer le système. Un système qu'il trouve sans queue ni tête. Mais avant ça, la base de toutes les actions de Sasuke, c'est la solitude, tout simplement. On a tendance à envier les forts. On se dit que rien ne leur résiste et qu'ils sont en mesure d'accomplir toute chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que très souvent, le fort ne comprend pas le faible. Les faibles sont très nombreux et de ce fait, ils se comprennent et peuvent rester en groupe. À défaut de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se contenter de vivre entre eux paisiblement. Mais les forts, eux, sont peu nombreux. Et en plus, quand l'écart est trop grand, la confiance ne règne souvent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Aizen. Lui qui, dès sa naissance, était un être à part, de par sa puissance, mais également de par son intelligence. Comme le dit Ichigo, il a sûrement cherché pendant très longtemps des compatriotes Shinigami qui avaient les mêmes caractéristiques que lui, mais ne trouvant pas, il finira par abandonner. Mais dans le même temps, naquit en lui un sentiment particulier, un sentiment différent de la solitude dont on vient de parler et qu'il ressentait déjà, un sentiment de révolte. Mais de révolte de quoi? De révolte contre le système en place, le système qui gouverne le monde dans lequel il vit, le système que commande le roi spirituel, mais aussi un petit peu le système de la noblesse. Pour mieux comprendre mon propos, il faut se plonger dans le premier tome du roman canon Can Fear Your Onward. Alors, je voulais finir les 3 tomes avant de faire cette vidéo, mais contrairement aux light novels Naruto, les romans Bleach, en tout cas Can Fear, sont super longs et je ne suis qu'aux 3/4 du premier tome. Mais je pense que c'est largement suffisant pour exposer ce que je veux dire. Dans ce roman, on comprend encore mieux ce qu'on nous avait expliqué dans le dernier arc de Bleach, à savoir que le roi spirituel n'est pas une personne, mais bel et bien une entité. Ça veut dire que ce n'est pas à proprement parler une personne qui gouverne les 3 mondes, mais plutôt une chose blindée de Ryatsu servant de catalyseur. La preuve en est que juste après sa mort, c'est bel et bien Iwatch qui fera office de nouveau roi des esprits, puisque son corps fut utilisé par Ichibei dans ce but-là. Alors je précise que j'ai lu une traduction française non officielle, puisque les romans Bleach ne sont pas dispo dans la langue, en tout cas à l'heure où j'écris cette vidéo. Je remercie d'ailleurs Lamstark et tous ceux qui ont travaillé sur cette fantrad au passage. Il est donc possible que mon interprétation ne soit pas exacte, dans quel cas je demanderai aux experts de me corriger. Mais sachez que si je lisais la version anglaise, je mettrais 3 fois plus de temps, voilà pourquoi j'ai opté pour cette méthode-là. Bref, pour en revenir au sujet, on voit à travers ce que je viens de vous dire que les paroles de Aizen à Okitake prennent tout leur sens. Il n'y a jamais eu personne dans le ciel, ni toi, ni moi, ni quelconque Dieu. Car en effet, peut-on réellement appeler Dieu quelque chose qui ne sert au final que de régulateur? Pour Aizen en tout cas, ce n'était pas possible. Et se croyant sincèrement au-dessus des autres, il ne voyait que lui pour occuper cette place. En fait, j'ai vraiment l'impression que Sasuke se sent détentaire d'une mission divine de par sa force et de par son intelligence. Et cette mégalomanie-là, je pense, est vraiment sincère. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Pour lui, c'est impensable que toutes les races pourtant dotées d'intelligence soient gouvernées par quelque chose qui en réalité n'agit même plus vraiment de par elle-même. C'est pour ça qu'il demandera à Urahara pourquoi lui, qui est encore plus intelligent qu'il ne l'est, a décidé d'obéir à cette chose qu'est le roi. Et c'est aussi là que l'on voit la vraie différence entre Urahara et Aizen, qui sont pourtant 2 personnes dotées d'une très grande matière grise. L'un, malgré toutes ses connaissances et sûrement conditionné par son vécu, cherche l'équilibre, et l'autre, lui, pense que c'est aux êtres dotés de ce genre d'intelligence de penser et de façonner comment doit être le monde et ne pas le subir. C'est exactement ça la différence. Aizen veut faire le monde à son image et Kisuke le subit. Mais comme j'ai dit plus haut, cette soumission aux règles de la part de l'ex-Taicho est sûrement liée à son vécu. À partir du moment où il a vu jusqu'où sa curiosité sur le monde l'a mené, et surtout jusqu'où elle a payé des personnes innocentes, il a décidé de rentrer dans la marche et d'être fidèle à ce qui se fait depuis des millénaires. Et je pense que le fait de voir ce qu'est devenu Aizen n'a fait que le conforter dans son idée de base. J'ai réalisé une vidéo d'ailleurs sur Urahara où je parle de tout ça, donc je vous invite à aller voir cette vidéo après cette vidéo-là, bien sûr. Ça revient à ce que je dis, étant à la fois fort et très intelligent, Sasuke se croit sincèrement au-dessus des autres et ce n'est pas de l'arrogance pour lui, c'est juste un fait objectif. Et c'est cette position de supériorité qui lui donne le droit, d'après lui en tout cas, de commander et de façonner le monde
Voilà tout. Quand tout à l'heure je vous ai dit de retenir le fait que Aizen soit atteint de ce sentiment sincère, c'était pour vous exposer une théorie un peu folle qui me trotte dans la tête depuis un petit moment déjà. Et si, en réalité, certaines personnes ont compté pour Aizen? Par là, je veux dire, et si certaines personnes, comme Hinamori, Renji et surtout Tosen, lui étaient un tout petit peu chers? Je m'explique. Tout d'abord, pour Hinamori, certains me diront qu'il a tenté de la tuer. Mais en réalité, les explications que Sosuke donne à Renji sont-elles forcément fausses? Il se justifiera de son geste en disant qu'il avait éduqué Hinamori de telle sorte qu'elle ne puisse pas vivre sans lui. On est nombreux à y avoir vu de la provocation, et il y en a sûrement, puisque c'est la nature même d'Aizen de provoquer, mais ces mots ne cacheraient-ils pas une once de vérité? Quand on voit la dépression dans laquelle est tombé Momo après ça, peut-on réellement donner tort à Aizen sur ce coup? Comme j'ai déjà dit et répété, Sosuke se croit sincèrement au-dessus de tout. Ce n'est donc pas étonnant qu'il pense réellement avoir posé une emprise indélébile sur sa vice-capitaine et la mort était un moyen de la sauver. Certes, il s'est servi d'elle car son ambition est et restera sa priorité, mais je pense que son action avait vraiment pour but de libérer Hinamori. Son comportement avec Renji semble confirmer mes dires. Quand Gin le téléporte sur l'hôtel du Sokyoku et qu'il fait face à Abarai, il lui demande une première fois de lâcher Rukia. Renji refusera et Aizen lui expliquera qu'il ne souhaite pas forcément lui faire du mal vu qu'il a été son ancien subordonné. Puis il lui demandera une seconde fois de lâcher Rukia avant cette fois-ci de l'attaquer, non pas dans le but de le tuer, mais sûrement dans le but de lui couper un bras ou des nerfs afin qu'il lâche le réceptacle du Hokyoku. Certains me diront peut-être que Renji était nécessaire à son plan pour le développement d'Ichigo, et peut-être que vous avez totalement raison, mais je trouve quand même l'enchaînement de ces faits très curieux et je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Surtout que dans le dernier cas, celui de Tosen, il n'y a pas de doute possible. Comme vous le savez peut-être, ou vous le savez pas, peu importe, les romans Kenfir commencent juste après la bataille contre Iwatch. Kyoraku accompagne Aizen dans le Muken où il doit l'enfermer pour purger le reste de sa peine. Mais avant de s'enfoncer dans les ténèbres de cette prison, un homme apparut. Cet homme n'était pas vraiment sur pied et était encore gravement blessé. Il s'agissait de Shuhei Hisagi, vice-capitaine de la 9e division, celle à laquelle a appartenu Kaname Tosen. Hisagi est en colère. Il ne comprend pas comment Aizen peut tenir le tel propos qu'il tient à Kyoraku après ce qu'il a fait à Tosen. Et c'est là que l'ex-maître du Hokyoku dit quelque chose de surprenant. Il dit qu'en vrai, ni le capitaine commandant, donc Kyoraku, ni Hisagi, qui a été son vice-capitaine, ne comprennent vraiment la philosophie de Kaname Tosen. D'après Aizen, s'il n'avait pas ôté la vie à Tosen, le connaissant, la honte l'aurait sûrement envahi et il s'en serait retrouvé déshonoré. Et là, je pense sincèrement que Aizen ne cherchait pas à provoquer. Il était sérieux. Ça veut dire qu'il estimait réellement l'homme qui était Kaname Tosen. Se trompait-il sur la façon de penser de son subordonné? Peut-être que oui. Peut-être que non. Ce qui était sûr, c'est que le respect que lui portait Aizen, lui, était sincère. Kaname est sûrement la seule personne avec peut-être Ulquiorra en qui Aizen avait une vraie et une totale confiance. Et peut-être la seule personne qu'il ne considérait pas comme un pion. Ce lien leur vient sûrement de cette haine qu'ils partagent envers le système, particulièrement celui des nombres dont a été victime Kaname et dont on parlera tout à l'heure dans la partie qui lui sera dédiée. Même les pouvoirs de Aizen sont à son image. Que Kasugetsu, qui est un Zanpakuto capable de faire voir et croire n'importe quoi à quiconque ayant vu sa forme libérée une seule fois, représente très bien notre antagoniste. Lui qui a tellement bien joué la comédie qu'il a fait croire à tous qu'il était bon et gentil alors qu'il était sombre et perfide. Tous sauf Hiraku Shinji, l'un des capitaines préférés, qui comme par hasard est également un illusionniste. Comme quoi dans Bleach, rien n'est laissé au hasard. Mais dans ce double jeu, Aizen ne s'est-il pas lui-même un peu perdu? N'a-t-il pas finalement fini par se demander qui il était réellement? Et ne serait-ce pas cette dualité qui l'aurait peut-être poussé à vouloir redevenir un Shinigami normal? Nul ne le sait. Et ce qu'on sait, c'est que c'est poussé par cette ambition qu'il agira toute sa vie. 僕の真相、どのくらい伸びるか知ってる？なんや、おもろい子やと思ってたけど、なんや、気味の悪い子やな。アイゼン隊長が君に興味持つん。Ichimaru Gin, celui qui selon moi représenterait l'amour. C'est plutôt ironique d'ailleurs, puisque lors de sa première apparition, personne ne pouvait prétendre deviner ce qu'il cachait dans son cœur. Et pourtant, depuis qu'il est devenu Shinigami, toutes ses actions sont uniquement motivées par une seule chose, l'amour. Toute sa vie, Ichimaru n'a vécu
que pour l'amour. Amour qu'il éprouvait envers Rangiku Matsumoto, une femme qu'il a rencontrée par hasard alors qu'il avait faim. Il établira donc le premier contact en lui tendant des kakis séchés. Sauf que ces fruits peu riches deviendront le symbole de leur union qui est basée encore une fois sur la faim. C'est parce que comme elle, il savait ce qu'était d'avoir faim qu'il put réellement s'entendre. Mais malheureusement pour lui, un jour, Sosuke Aizen et son ambition se mit sur leur route et sa bien-aimée en fit les frais. C'est comme ça que Gin se jurera de venger l'affront que cet homme avait fait subir à celle qu'il aimait. Quelque part pour Gin, le Hokyoku représente ce qu'Aizen a retiré à Matsumoto. Quand il arrive, pendant un bref instant, à récupérer la perle de destruction du corps de Aizen, c'est comme si il avait récupéré une part de Rangiku. On le voit très bien dans sa façon de tenir le Hokyoku par exemple. Au passage, j'ai réalisé une bonne vidéo sur ma chaîne Romance où je parle plus en profondeur de leur couple et où on aborde également le cas de Masaki et Isshin, les parents de Ichigo. Il est vrai que je parlais d'ambition pour Aizen, mais on pourrait en parler aussi pour Gin. La seule différence, c'est que Gin ne se laissera jamais engloutir par son ambition et surtout, celle-ci était saine. Mais cela reste quand même contradictoire. Comment le fond de notre cœur peut-il être aussi pur et nos actions aussi cruelles? Comment peut-on à la fois être sauveur et bourreau, gentil mais méchant, aigle mais serpent? C'est cette espèce de dualité, on revient encore à une dualité, qui rend le personnage de Gin si intéressant. Pour accomplir son but, il a su aller à l'encontre même de sa vraie nature. Pour cette femme, il a annihilé tous ses sentiments. Il est devenu un serpent. Un serpent à la peau froide qui cherche sa proie du bout de la langue et qui finit par la dévorer. Pour Rangiku, il était prêt à se sacrifier lui-même, mais il était aussi prêt à sacrifier les autres, comme on l'a vu avec Rukia ou encore avec Hiyori. Mais il n'a pas fait que des dégâts physiques. Dans le même but, il n'hésitera pas à se jouer des personnes qui avaient placé en lui toute sa confiance comme Izuru. Même si mentalement Kira est plus fort que Hinamori et semble être passé à autre chose plus facilement, la trahison de son capitaine a laissé des traces en lui. Il n'y a qu'à voir comment lui, qui est d'un calme naturel, s'énerve lorsqu'on lui parle de cet épisode avec Gin. Ça revient à ce que je dis, Ichimaru n'est pas quelqu'un d'altruiste, c'est même tout le contraire, il est extrêmement égoïste. Sous la direction de Aizen, il a commis des meurtres mais a aussi mené des expériences interdites et tout ça en affichant toujours un sourire très malsain. Il s'est joué de tout, tous sauf d'une personne. Une personne à laquelle on a l'impression qu'il ne peut pas mentir, la femme qu'il aime, Rangiku. À chaque interaction qu'il eut avec elle au cours de l'histoire du manga, lui qui est d'habitude imperturbable, était constamment troublé par sa présence. Que ce soit face à Hitsugaya quand elle est intervenue, ou bien lorsque pris par Negation, il eut un moment de sincérité, ou encore quand il fera mine de la tuer. On sait que le pouvoir des Shinigami représente souvent une partie de leur personnalité et une partie d'eux-mêmes. Le nom du Shikai de Gin est Shinsu, à traduire par lance divine, et son Bankai est Kamishin no Yari, la lance tueuse de Dieu. Si on assimile Aizen fusionné au Hokyoku comme un dieu, alors on peut dire que l'ex-capitaine de la 3e division était fait pour tuer Aizen. Mais malheureusement pour lui, il échouera à tuer ce dieu en question et il échouera dans la tâche qui s'était lui-même confiée et lèguera le tout à Ichigo en qui il mettra tous ses espoirs. Voici donc l'histoire de Gin. C'est l'histoire d'un homme qui était promis à un avenir brillant et radieux. Un homme qui avait tout pour réussir. Une fille qu'il aime et qu'il aimait en retour, et un talent incroyable pour la profession de Shinigami. Mais il décidera de sacrifier tout ça et de s'engager sur le chemin des ténèbres pour qu'une autre personne, elle, puisse voir la lumière. 戦士にとって最も大切なものは力ではない。戦いを恐れる心だ。相入れぬならば私を切るか。それも正義か。笑わせる。Kaname Tosen, le Shinigami aveugle. Celui qui jusqu'aux derniers instants de sa vie a observé le monde et l'a jugé tout en ayant constamment les yeux fermés. Voilà ce qu'est Kaname Tosen, un aveugle qui voit le monde à sa façon. Un aveugle qui, dû à certaines fins, a décidé de se faire sa propre idée de la justice. Un aveugle qui les yeux fermés ne voit que le chemin, le moins couvert de sang.
Tosen a trouvé en Sosuke Aizen le moyen de réaliser son rêve. Sûrement parce que, comme j'ai dit dans la partie consacrée à ce dernier, les deux haïssent ce système et nourrissent un très grand mépris à cet égard. Sauf que si Aizen méprisait ce système par pure mégalomanie et par pure ambition, pour Kaname, c'est quand même différent. Il y a, disons, une raison plus noble, si je peux m'exprimer ainsi, à cette haine, et cette raison porte le nom de Kakyo. Pour mieux comprendre mon récit, il faut, encore une fois, se plonger dans le roman Kenfir Your Onwards. On apprend que Kakyo, l'ami de Tosen, s'est marié à un noble comme stipulé dans le manga. Mais la nouveauté, c'est qu'on apprend le nom de cette personne, Tokinada Tsunayashiro. Tokinada est le chef de l'une des 4 grandes familles nobles de la Soul Society. Pour faire court, il a le même rang que Yoroichi et Byakuya. Dans la Soul Society, les nobles ont une place vraiment particulière. Pour ceux qui connaissent One Piece, on pourrait les comparer à des espèces de Tereubito, même si bon, c'est pas aussi extrême, je vous l'accorde. Mais il faut retenir que ceux-ci ont des passe-droits, et ce, même quand cela concerne des crimes comme le meurtre. Et malheureusement, pour ne rien arranger, Tokinada, est-ce qu'on peut assimiler à un malade mental? C'est pas comme Aizen qui se croit au-dessus des autres et qui cherchera à accomplir son ambition. Non, 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 non. Tokinada est un être purement machiavélique. De ce que j'ai lu dans Kenfir, c'est vraiment le mal à l'état pur. Pour moi, ça va bien au-delà du sadisme, c'est de la pure méchanceté. C'est dans cette méchanceté qu'il décidera d'épouser Kakyo, l'ami de Tosen. En fait, il voulait épouser une femme issue du Rukongai afin de lui faire connaître le bonheur et la plénitude, et une fois que celle-ci jouira de ce bonheur, il le lui arrachera. Et c'est ainsi donc que ce jour malheureux arrivera. Pendant une dispute avec un Shinigami qui lui reprochait justement son comportement avec sa femme Kakyo, il se laissera submerger par ses pulsions meurtrières et il commencera par massacrer le Shinigami avant de tuer Kakyo qui était venu l'arrêter. Il maquillera l'affaire en crime adultère, faisant croire que Kakyo le trompa avec cet homme, et même si Kyoraku, dont la famille a un haut statut également, a fini par révéler la supercherie, Tokinada finira par s'en sortir. Bien évidemment, Tosen ne l'acceptera pas, mais Tokinada finira par le retrouver et après s'être un petit peu joué de lui comme il en a l'habitude, il lui annoncera que c'est lui le meurtrier de Kakyo, traumatisant l'homme à la peau ébène pour le reste de ses jours. Kenfir Your Onwards. Littéralement, ça veut dire ne pas avoir peur de son propre monde. Bien qu'évidemment, ce roman se nomme ainsi pour des raisons que je n'aborderai pas ici, je trouve qu'il est drôlement contradictoire pour Tosen. Oui, contradictoire parce que la vérité, c'est que justement, Tosen a peur. Il a peur du monde dans lequel il vit. Il a peur du monde qu'il n'a jamais pu observer de ses propres yeux. Il a peur de son sabre. Ce monde où une personne, grâce à son rang, peut commettre certains crimes sans être puni. Ce monde où seule la force compte. Ce monde où les faibles doivent se taire et se soumettre aux forts. C'est de tout ça qu'a peur Kaname. Se battre, faire un pas en avant, vivre, tout ça effraie Tosen au plus haut point. Mais c'est également cette peur qui le fait avancer et c'est également cette peur qui lui permet de voir le chemin le moins taché de sang et c'est celle-ci qui lui permet de comprendre celle des autres et donc de mieux les protéger. Ainsi, en rencontrant Aizen, un homme fort, un homme intelligent et un homme qui ne semble pas avoir peur, il trouvera en lui un vrai espoir. Il trouvera un espoir dans cet homme qui, tout comme lui, détestait ce système. Kakyo était un vrai modèle de vie pour Tosen. La perte de cet être l'a donc profondément chamboulé. Suite à l'injustice qu'a subie son ami, il voudra faire respecter la justice. Mais pour lui, la justice, c'est la vengeance. La vengeance contre le système qui a permis à Tokinada de s'en sortir. Bien évidemment, tout ce que je dis ici, ce sont des hypothèses et ça relève de la théorie. Je ne prétends pas que ce soit les intentions de l'auteur, mais c'est ce que je pense, puisque je l'expose avec des faits qui, eux, sont bien des faits de l'auteur. Et pour continuer dans la théorie, je pense que s'il s'entend aussi bien avec Komamura, c'est peut-être parce que tout comme lui, Sajin est une victime du système. Il est victime d'un système à la fois discriminatoire et en quelque sorte raciste. Les pouvoirs de Tosen, d'ailleurs, sont totalement en adéquation avec sa personnalité. La première libération de Sozan Pacto est Nake Suzumuchi, soit pleure Suzumuchi. Pleure comme ce que fait Tosen depuis la mort de son ami. Et cette attaque crée un espèce de bruit assourdissant qui fait s'évanouir les adversaires les plus faibles. Mais le plus intéressant à analyser, c'est son Bankai. Suzumichi Tsuishiki Enma Korogi. Le Bankai de Tosen crée une zone noire autour de l'adversaire où celui-ci ne peut rien faire à moins de toucher Suzumichi. Pour moi, c'est très symbolique. Tosen, qui est privé de la vue, lui aussi
à son tour, prive son adversaire de cette vue, mais également de ses 4 autres sens. C'est en quelque sorte comme si les rôles étaient inversés. Lui qui d'habitude est dans l'obscurité, même s'il n'a jamais eu de problème pour se repérer et pour repérer les gens, ça on le sait, partage cette obscurité avec son adversaire et l'accentue. Et d'un coup, c'est cet ennemi qui commence à voir le monde comme le voit Tosen et de façon encore plus accentuée. Pour conclure sur le cas de Tosen, il faut comprendre qu'on a affaire à un homme blessé, un homme qui a subi une profonde injustice et qui en veut au système pour ça. Mais de vous à moi, peut-on vraiment blâmer Tosen pour cette haine? Peut-on vraiment le blâmer pour détester le système qui lui a appris la chose à laquelle il tenait le plus? Personnellement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu une vraie injustice de la part de ce système. Voilà pourquoi finalement, Tosen est et restera sûrement le meilleur compagnon de Aizen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça faisait un mois que j'avais prévu de faire une vidéo, ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo et j'en suis sincèrement désolé. Comme je vous ai dit, vous l'avez vu, voilà, c'est des vidéos qui prennent du temps, c'est des vidéos où j'essaie de m'appliquer, même si le sujet n'est peut-être pas incroyable, peut-être que les 3 renégats de la Soul Society, c'est pas un sujet qui intéresse les masses. En tout cas, vous voyez que j'essaye de produire de plus en plus un contenu vraiment travaillé, je l'ai toujours fait, mais là, je suis plus en train de m'orienter vers ça. Et sinon, à côté, je rappelle que je fais des lives sur Twitch où je suis 1000 fois plus actif et j'ai aussi ma chaîne YouTube secondaire où je suis aussi très actif. Donc, si jamais vous aimez bien de la discussion, le just chatting, les jeux vidéo, on fait aussi beaucoup de Naruto Storm, d'Inazuma Eleven, etc. Je vous invite à venir sur mes lives. On stream les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21 h. Mais ne vous inquiétez pas, le rythme quand même sera plus élevé, il y aura un meilleur rythme. J'essaierai de rester dans un rythme de 2 vidéos par semaine, 2 vidéos par mois, oula, de 2 vidéos par mois. Là, normalement, à l'heure où vous verrez ces vidéos, je serai bien en vacances, je pourrai faire de bonnes vidéos longues et j'aurai plus de temps surtout. En perspective, je le rappelle, la prochaine grosse vidéo Bleach, c'est la vidéo sur le Riatsu. Il y a la vidéo sur les seins de la balance qui arrive, celle sur Saint Seiya. Il y a aussi la vidéo sur la géopolitique de Naruto, la relation Naruto-Sasuke. Et j'ai prévu une très longue série de vidéos où je vais aborder le cas des femmes dans Bleach, dans One Piece, etc. et dans beaucoup de shonen de type Neketsu. Et où on invitera d'autres femmes comme on l'avait déjà fait avec les femmes dans Naruto, vidéo que je vous invite à aller voir également. Vous le voyez, mes vidéos sont un peu plus longues, donc du coup, c'est sûr que c'est moins bénéfique pour la chaîne, parce que j'en sors moins, parce que c'est un peu plus long. YouTube avantage peut-être pas exactement ce type de vidéo-là. Donc, ce que je vous demanderais, sincèrement, c'est tout simplement, encore une fois, de liker la vidéo, si elle vous a plu, de la partager, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et surtout, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Romance qui parle plus précisément du cas de Gin et de Rangiku. Vous avez la vidéo en fin de vidéo, en annotation, je sais pas comment on appelle ça, enfin, une espèce de cadre là. Bref, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Rejoignez-nous sur Twitch, lien en description. C'était Hiro.